Donc on va voir ensemble justement la glycémie capillaire et on va parler de la glycémie capillaire en général avec les différentes certifications ISO notamment. Et puis voir comment est-ce qu'on peut utiliser la glycémie capillaire à bon escient. Alors voici mes conflits d'intérêts. Juste pour avoir une idée, vous savez que l'autosurveillance et les glycémies capillaires peuvent entraîner des erreurs. On peut avoir des problèmes lorsqu'on va au niveau de la technique, mais aussi les patients doivent connaître les moments d'autosurveillance, les actions qui vont être engendrées, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport au cycle glycémique, et le lecteur est bien entendu un outil qui est indispensable. Nous prescrivons des lecteurs, mais est-ce que nous prescrivons les bons lecteurs aux bons patients ? Parce que nos patients ne sont pas tous des diabétiques standards, sans complications, sans déshydratation, sans grossesse, sans. Et donc, on va revoir tout ceci ensemble avec, bien sûr, l'éducation thérapeutique qui est au centre de la prise en charge et qui ne nous permettra pas, si elle fait défaut, d'apporter un bien pour les patients. Et nous allons voir justement cette norme ISO 2013 reprise en 2015. Alors, quand on parle d'autosurveillance et de glycémie capillaire, il faut d'abord se poser des questions. Est-ce qu'il y a un intérêt chez les patients diabétiques? Est-ce qu'il y a des preuves? Mais également, est-ce que ces lecteurs qu'on nous propose, et au Maroc, je pense aussi dans les autres pays, on nous propose beaucoup de lecteurs, est-ce qu'il y a un cahier de charge pour ces lecteurs? Et quand on parle de cahier de charge, eh bien, il faut comprendre que nous, médecins, nous avons des attentes, mais que les patients aussi ont des attentes et que peut-être certains lecteurs seraient plus adaptés pour eux par rapport à d'autres. On parlera rapidement ensuite du guide de l'autosurveillance du patient diabétique que vous pouvez récupérer au niveau du stand du laboratoire et auquel mon ami Nawel, le professeur Ansari, a également participé. Alors on va commencer par les preuves. Est-ce que les glycémies capillaires sont importantes? Oui, vous le savez, vous êtes avertis en diabétologie. L'hémoglobine glyquée, qui est indispensable dans le suivi des patients diabétiques, n'est pas le seul outil pour pouvoir apprécier et juger de l'équilibre. Bien entendu, on peut être heureux lorsqu'on a une hémoglobine glyquée à 7%, mais on peut très bien être en présence de patients avec des hémoglobines glyquées à 7% et des hypoglycémies suivies d'hyperglycémie qui vont justement entraîner non seulement un risque au niveau du patient et également fausser cette hémoglobine glyquée. Je préférerais avoir ce cadre de figure avec 8% d'hémoglobine glyquée sans trop d'excursion, en tout cas sans hypo, sans trop d'hyper, plutôt que d'avoir un patient à 7% qui ferait des hypos en permanence. Alors les preuves qu'on a, clairement, les preuves, elles sont bien établies chez les patients diabétiques de type 1. Vous connaissez tous l'étude DCCT qui a été réalisée chez les patients diabétiques de type 1 avec un groupe conventionnel et un groupe intensif. Et le groupe intensif utilisait l'autosurveillance de façon adaptée. Et on voit très bien que lorsqu'on va comparer les glycémies capillaires de ces patients, eh bien, elles sont nettement plus basses lorsqu'on va avoir le groupe intensif qui avait non seulement l'éducation thérapeutique et le suivi avec les glycémies capillaires. On peut se demander chez le type 1, qu'est-ce qu'on va demander comme glycémie capillaire? Est-ce qu'on en demande 2 par jour, 3 par jour, 10 par jour? Eh bien, c'est intéressant de noter dans cette étude que la corrélation entre la fréquence des glycémies capillaires et l'hémoglobine glyquée, vous voyez bien qu'à 9-10%, eh bien, ce sont plutôt des patients qui ne se surveillent pas. On en a tous, parfois par défaut de moyens. Et c'est vrai que quand on dit défaut de moyens, il faut qu'on puisse expliquer aux patients combien coûte l'appareil, combien coûtent les bandelettes. Nous sommes dans un pays où le remboursement n'est pas idéal. Nous sommes dans un pays où les patients ramènent, donc les patients qui n'ont pas de mutuelle ne peuvent pas accéder aux glycémies capillaires par les centres de santé. Mais les appareils ne sont pas si chers comparativement à une dizaine d'années. On peut avoir pour 210 dirhams, à titre indicatif, c'est un peu moins de 20 €, un appareil de glycémie capillaire et puis un paquet de bandelettes. Donc quand on voit un patient diabétique de type 1, plus on augmente le nombre d'autosurveillance quotidienne et plus on va avoir une décroissance de cette hémoglobine glyquée. Et vous voyez ici qu'à partir de 6 par jour,
finalement, l'hémoglobine glyquée se stabilise. Ça veut dire que nous avons besoin de faire des autosurveillances, mais que c'est peut-être pas utile d'en faire autant, sauf si le patient a une vie très diversifiée, avec une activité physique notamment, et va changer son alimentation, auquel cas, il doit multiplier le nombre d'autosurveillances. Alors chez le type 2, ce n'est pas toujours aussi évident et c'est vrai qu'on va avoir que ce soit des patients qui sont sans médication ou des patients qui prennent des antidiabétiques oraux ou enfin de l'insuline, eh bien plus on va avoir, comme vous le voyez, une augmentation du nombre de glycémies capillaires et plus on va avoir une diminution de l'hémoglobine glyquée avec, comme vous le voyez, une stabilisation finalement lorsque le patient dépasse 3 à 4 par jour en traitement oral et le patient dépasse 4 à 5 par jour en traitement par insuline. Donc l'autosurveillance du patient diabétique de type 2 est indispensable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prescrire un appareil de glycémie capillaire à tous les patients diabétiques de type 2. Ici, c'était une étude pour les patients qui étaient sous diététique seule. Mais au niveau pédagogique, j'appelle ça les glycémies pédagogiques, lorsque vous avez des patients qui ne croient pas toujours en la diététique et l'activité physique, c'est toujours intéressant de leur proposer ce suivi. Et ils voient eux-mêmes qu'après un repas copieux, sans activité physique, leur glycémie, notamment postprandiale, pour toujours faire un clin d'œil à mon orateur précédent, eh bien, va s'élever, alors que lorsqu'ils font cette activité physique et ils améliorent leur diététique, la glycémie est améliorée. Vous voyez ici également les corrélations qu'on va avoir en deux profils d'hémoglobine glyquée, les patients qui font régulièrement l'autosurveillance glycémique, ceux qui n'en font pas du tout ici à droite et ceux qui en font de temps en temps. Clairement, on a un pourcentage de patients qui est, on ne cherchait pas l'objectif de moins de 7%, mais en tout cas une diminution de l'hémoglobine glyquée en dessous de 8%. Et vous voyez ici le pourcentage de patients qui avaient une hémoglobine glyquée de moins de 8% est nettement supérieur aux autres patients qui ne pratiquaient pas l'autocontrôle glycémique, ce qui fait, comme vous le savez, que depuis toujours et depuis cette recommandation de l'IDF sur l'autosurveillance glycémique chez les diabétiques de type 2 spécifiquement par insuline, traités par insuline, eh bien on se rend compte que l'éducation thérapeutique est au centre, avec l'importance, comme je vous l'ai dit en introduction, d'expliquer aux patients l'intérêt de cette glycémie, mais aussi d'expliquer à quel moment et comment il doit agir. C'est inutile de demander à un patient de faire des glycémies capillaires si lui ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire derrière, et puis également, quel est le danger de cette glycémie. Alors finalement, est-ce qu'on va avoir un cahier de charge pour ces lecteurs? Qu'est-ce que vous attendez, vous médecins? Qu'est-ce que nous attendons, nous médecins, lorsque nous allons prescrire un appareil de glycémie capillaire? Alors on a des critères de choix. D'abord, il faut que l'appareil soit fiable, que les glycémies soient fiables, c'est-à-dire qu'un patient qui serait en hypoglycémie ait effectivement une glycémie capillaire qui soit corrélée et non pas une marge qui soit trop importante. On verra tout à l'heure dans les certifications ISO qu'on proposait plus ou moins 20%, c'est-à-dire qu'un patient pouvait être à 0,8 g par litre et que l'appareil de glycémie pouvait rendre comme réponse entre 0,6 jusqu'à 1 g, alors que s'il n'était pas à 0,6, ce serait l'hypoglycémie, le patient va à ce moment-là agir, se resucrer, et s'il était à 1 g, eh bien, ce serait là aussi de 0,20 de différence. On a aussi besoin d'avoir une quantité de sang qui ne soit pas très importante, en tout cas, les appareils de dernière génération diminuent le volume de la goutte. Et il serait idéal, notamment pour ceux qui travaillent comme moi dans les hôpitaux, d'avoir une possibilité d'utiliser ce même appareil de glycémie pour du sang capillaire, mais aussi du sang veineux, du sang artériel, néonatal également. Et donc, j'encourage toujours mes collègues dans les différents CHU, mais aussi dans les hôpitaux, de faire attention dans leur cahier de charge à l'appareil de glycémie capillaire, puisqu'il faudrait utiliser un appareil qui soit valide sur aussi bien le sang veineux et artériel notamment, pour qu'on puisse l'utiliser en milieu de réanimation, par exemple, ou en milieu de néonatologie. Le taux d'hématocrite est aussi important, vous le savez. On ne fait pas suffisamment attention au taux d'hématocrite alors qu'il change lorsque le patient est déshydraté, il change chez le nouveau-né, il change chez la femme enceinte, il change chez le grand sportif. Et donc, il faut faire attention, on va voir tout à l'heure, au taux d'hématocrite. Et enfin,
pour ceux qui sont fans de l'informatique et qui ont tout connecté dans leur cabinet ou dans leur consultation, le lien avec l'informatique est important pour qu'on puisse télécharger les données des glycémies des patients. Alors, ce sont des critères de choix pour nous médecins et qui devraient répondre à la certification ISO de 2015 où, comme vous le voyez, on doit avoir une fluctuation qui ne dépasse pas plus ou moins 15%. Et donc, on doit proposer des mesures de glucose, enfin les études qui ont été faites ont proposé des mesures de glucose qui étaient dans des valeurs acceptables de plus ou moins 15%, à la différence de 2003, où on acceptait simplement 20%. Et donc, cette exigence d'exactitude, c'est-à-dire qu'on retrouve des glycémies capillaires strictement corrélées aux glycémies veineuses, ou en tout cas se rapprochant le plus et qui est plus rigoureuse, nous permet d'avoir un suivi des patients, mais nous permet d'aider ces patients lorsqu'ils sont à domicile dans leur prise en charge, avec une conformité des résultats à 99%. Donc c'est une grosse distinction par rapport à la version précédente, qui d'ailleurs ne demandait que 95% par rapport à 99%. Alors ensuite, nous allons proposer des techniques de lecture. Vous savez que nous avons des techniques d'électrochimie, c'est-à-dire que la reconnaissance du glucose par une enzyme avec la glucose oxydase. Cette glucose oxydase ne reconnaît que le glucose, mais par contre, elle est dépendante de l'oxygène du milieu. Donc en fonction, si nous sommes dans des régions montagneuses assez élevées, eh bien l'oxygène du milieu s'appauvrit. Lorsque le patient va ouvrir et utiliser ses bandelettes, eh bien s'il les utilise pas rapidement, peut-être qu'on aura une différence. Et nous allons aussi utiliser le GDH-FAD qui lui va éviter l'interférence avec l'oxygène, mais par contre il va éviter donc ces interférences aussi avec le maltose et on peut aussi l'utiliser dans la dialyse péritonéale. L'avantage justement de la GDH, c'est qu'on peut proposer d'utiliser à la fois du sang veineux et capillaire ou artériel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, la spectrophotométrie peut être aussi utilisée comme technique de lecture à titre d'information finalement. Lorsque vous avez des appareils, vous devez regarder quel type de lecture, de technique de lecture l'appareil utilise afin de pouvoir compenser ou pas s'il est plutôt valide avec le glucose uniquement, avec quel hématocrite, etc. Et donc cette différence entre les lecteurs est importante, notamment par rapport au taux d'hématocrite, où vous le savez, par exemple, chez le nouveau-né, on a un taux d'hématocrite entre 50 et 65, et le grand sportif va avoir un taux d'hématocrite élevé. La certification ISO exige entre 10 et 70%, et pour des taux d'hématocrite bas, finalement, qu'on va avoir assez fréquemment dans les services de réanimation, on va risquer d'avoir une surestimation de la glycémie et donc de sous-estimer des hypoglycémies. Les femmes enceintes aussi, puisque l'autosurveillance se fait en ambulatoire avec idéalement les 7 points glycémiques, eh bien, il faut faire attention aussi aux femmes enceintes chez qui le taux d'hématocrite est important pour décider du lecteur. Alors cette étude que je viens de lire cette semaine a regardé l'évaluation de l'hématocrite chez différents appareils de glycémie capillaire, dont la QCheck Instant dont je vais vous parler en fin de topo. Et vous voyez, ils ont regardé différents échantillons d'appareils de glycémie qui étaient validés au niveau de l'ISO 2013. Et vous voyez que la fluctuation ici au niveau de l'hématocrite pour l'appareil A, qui était l'instant, mais aussi l'appareil B, était correcte. Mais pour le reste, on avait des biais. Et donc, pour peu que l'hématocrite soit diminué, on risquait d'avoir une surestimation. Et ça va nous donner des soucis au niveau du suivi du patient. Ça va nous créer des soucis au niveau de la titration de l'insuline, par exemple, si le patient est traité par insuline, parce que ces fausses hyperglycémies vont engendrer des mauvaises corrections. On va surcorriger les patients parce qu'ils vont avoir des glycémies élevées, faussement élevées. Et donc, vous voyez ici, lorsqu'on va avoir plus ou moins 20% d'erreurs qui correspond à la certification ISO 2003, on peut avoir jusqu'à, ici, comme vous le voyez, des fausses corrections et on aura plus, on va diminuer à 15%,
15%, c'est ce que demande la certification ISO 2013, eh bien, on risque de moins surcorriger les patients. Et vous verrez tout à l'heure que l'avantage de cet appareil à AccuCheck Instant, finalement, c'est d'avoir cette marge beaucoup plus étroite qui dépasse finalement la certification ISO 2015 et qui est de plus ou moins 10%. Et donc, ce sont des marges très étroites qui sont d'autant plus intéressantes, aussi bien dans les milieux hospitaliers que les patientes diabétiques enceintes chez qui on a besoin d'avoir cette précision très fine, mais également pour éviter de surcorriger les patients par l'insuline. Et je vous ai mis ici le risque de passer à côté d'une hypoglycémie. C'est si on considère comme définition l'hypoglycémie avec une glycémie inférieure à 0,6. Vous voyez ici que sur 100 patients, on va dépasser 10% d'hypoglycémie qui ne seront pas reconnus par les appareils répondant à la certification ISO 2003. Et on va avoir quand même 4% de patients qui vont avoir une hypoglycémie qui ne sera pas reconnue par l'appareil. Vous allez me dire, mais le patient ressent l'hypoglycémie. Bien entendu, certains patients ressentent, mais vous le savez, on en a discuté tout à l'heure au niveau des cycles glycémiques. Plus un patient fait des hypoglycémies, moins il va les ressentir. Et s'il a une anomalie du système nerveux autonome, forcément, il va avoir 0 signe clinique d'hypoglycémie jusqu'à ce qu'il soit dans le coma. Et lorsqu'on va avoir plus ou moins 10% de corrélation, on va avoir simplement un patient qui fera une hypoglycémie et chez qui la glycémie capillaire va passer à côté. Donc, c'est vous dire combien sur 100 glycémies capillaires pour un patient donné, vous allez passer à côté de 10 hypoglycémies, c'est énorme, c'est 10%. Lorsque vous utilisez un appareil qui ne répond pas aux certifications ISO 2013 au moins, et lorsque vous avez, avec l'instant qui est, je pense pour l'instant, le seul appareil qui va avoir cette plus ou moins 10%, eh bien, vous allez passer à côté d'un seul patient, ce qui est notable. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du coût, et vous avez raison, il faut parler du coût. On a le coût du traitement, on a le coût des appareils, on a aussi le coût des complications, le coût de l'hypoglycémie. Et j'ai beaucoup aimé cette étude publiée il y a quelques mois, qui est une étude où d'habitude on ne lit pas. Moi, je ne lisais pas ce journal des sciences et des technologies du diabète, et qui a recherché finalement l'impact financier qu'allaient engendrer ces glycémies capillaires utilisées avec des appareils qui ne correspondaient pas aux normes. Et vous voyez ici, ils ont pris tous les appareils combinés. Ensuite, ils ont pris les appareils soit qui répondaient uniquement à l'ISO 2003. Ensuite, ils se sont intéressés à l'ISO 2013. Et enfin, avec plus d'accuracy, ils ont pris les appareils qui répondaient au 2015 avec plus ou moins 10%. Et vous voyez, comme moi, que finalement, lorsqu'on va regarder dans les glycémies moyennes, le coût par jour, il va être additionné, eh bien, ici en pounds, eh bien, on allait avoir 306 pounds de coûts additionnés par an, pardon, c'était PPY, c'est pas patient per year. Donc on va coûter, finalement, ces patients vont coûter 306 pounds de plus lorsqu'ils vont utiliser ces appareils qui n'ont pas cette validité. C'est une étude qui a été réalisée chez des patients diabétiques de type 1. Ce n'étaient pas des patients diabétiques de type 2, mais comme vous le voyez, plus on est strict au niveau de la glycémie, et puis moins le surcoût va être important. On passe de 306 à 64. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on va avoir encore plus que ces appareils vont être utilisés lorsque les patients ont des glycémies soit très élevées, soit très diminuées? Eh bien, le coût est encore plus important. Je vous ai mis juste les deux comparatifs avec 597 pounds versus 145 pounds chez des patients qui utilisaient l'AccuCheck Instant. Donc, j'espère que vous avez vu à quel point c'était important d'utiliser des appareils qui vont nous donner des résultats fiables et des résultats concordants par rapport à la glycémie, et notamment la glycémie veineuse. Et je vais vous présenter maintenant une étude assez intéressante qui est allée encore plus loin.
Comme vous le savez, on fait le diagnostic du diabète gestationnel à partir de glycémie veineuse faite en laboratoire, après avoir administré 75 grammes de glucose aux femmes enceintes. Et cette étude a comparé les tests réalisés par glycémie veineuse et les tests réalisés par glycémie capillaire avec l'inclut-check instant. Et on s'est retrouvé avec 100% de sensibilité et 98,8% de spécificité, où vous voyez finalement en termes de régression linéaire, on avait cette corrélation très intéressante et qui était passée à côté, qui n'était pas passée à côté du diagnostic chez des patients présentant un diabète gestationnel, chez qui on avait fait la glycémie 2 heures après. Et donc la conclusion de l'étude, ce ne sont pas du tout dans les recommandations, mais c'est pour vous dire à quel point, même dans des situations où on cherche une marge très étroite et où 0,1 g par litre peut entraîner une différence entre oui, il y a un diabète gestat, non, il n'y a pas un diabète gestat, eh bien, on pourrait penser que cette approche pourrait être remplacée. Le patient pourrait venir en hôpital de jour aussi, ou même le faire au laboratoire, sans pour autant utiliser la glycémie veineuse. C'était, à mon sens, une étude qui était très intéressante dans ce cadre-là, et où on a de plus en plus des appareils de glycémie capillaire performants qui puissent nous aider dans la prise en charge des patients. Donc, nous, docteurs, on cherche le taux d'hématocrite, on cherche à voir la fiabilité, on cherche à voir si les glycémies veineuses sont finalement corrélées aux glycémies, les glycémies capillaires sont corrélées aux glycémies veineuses. Est-ce que le patient, excusez-moi, va avoir les mêmes attentes? Bien sûr, il faut qu'il va avoir les mêmes attentes, mais en plus, pour bien choisir son lecteur, il faut que ce soit aussi pratique pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire pratique pour lui? Eh bien, il y a des critères qui, lui, attirent son attention. C'est d'abord l'étalonnage. Est-ce que l'étalonnage est manuel ou est-ce qu'on rentre un code? Ce qui existait beaucoup. Maintenant, la plupart des appareils sont des appareils qui ont un étalonnage automatique qu'on appelle non-coding. Mais ici, ils ont besoin du confort et de la rapidité. Un patient en hypoglycémie qui va attendre plus que 5 secondes de savoir si vraiment il est en hypoglycémie ou pas, c'est un patient qui attend trop longtemps. Un patient qui va, ils sont impatients, mais un patient en tout cas qui va avoir besoin d'une grosse goutte de sang va peut-être être plutôt dérangé lorsqu'il se réveille à 3 heures du matin et réellement il se sent en hypoglycémie, mais vous lui avez bien expliqué qu'il fallait garder l'appareil de glycémie à proximité, donc il veut faire sa glycémie. Et enfin, lorsqu'il va avoir besoin de mettre la goutte pour aspirer, je vous encourage à regarder cet appareil. J'ai demandé à l'avoir et j'ai pu l'utiliser moi-même. Je ne l'ai pas utilisé à 3 heures du matin, je l'ai utilisé en journée avec la lumière du jour et j'étais parfaitement alerte. Mais j'étais très agréablement surprise de voir que je ne vais pas chercher le petit trou par lequel le sang devait passer et être aspiré, puisque vous allez voir qu'on peut aspirer sur toute la largeur. Et donc, je me suis un petit peu amusée, parce qu'on est un peu vicieux, nous les médecins. J'ai fait plusieurs fois les prélèvements en mettant de côté, sur le côté, de ce côté-là. Et j'ai pensé à mes patients diabétiques qui faisaient des hypoglycémies, qui n'étaient pas complètement alertes, mais qui n'étaient pas en perte de connaissance, et qui, justement, pourraient simplement déposer la goutte sur le sang, quel que soit l'endroit ou la façon dont ils vont déposer où ils vont approcher leur bandelette de leur goutte de sang, qui seront à ce moment-là un prélèvement qui sera valide et non pas des erreurs que beaucoup de nos patients nous rapportent quand ils sont en hypoglycémie, parce que justement la goutte de sang n'était pas suffisante et qu'ils n'arrivaient pas à approcher la goutte de la bandelette. Donc on a dit le confort et la rapidité. Il y a l'enregistrement des données que beaucoup d'appareils de glycémie offrent maintenant, qui peut être aussi intéressante. Attention tout de même aux patients qui font beaucoup d'hypo, beaucoup d'hyper, vous le savez, il faut expliquer. Mais aussi la taille et le design. C'est important, on a besoin d'avoir qui soient bien customisés. Et je vous ai mis la photo de l'AccuCheck Instant, qui est intéressant parce que bon, il est assez joli. Vous allez me dire, les appareils sont assez jolis. Et la valeur ajoutée finalement qu'a cet appareil de glycémie et qui est différent
des autres appareils, c'est l'indicateur d'objectif glycémique. Qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes en normoglycémie, eh bien, ce n'est pas en couleur ici, hein, mais vous avez les couleurs sur le côté, vous allez avoir une petite flèche qui va vous montrer que vous êtes plutôt dans le vert, et donc les glycémies sont dans l'objectif que vous êtes fixé initialement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette même flèche va clignoter lorsque vous serez soit en hypo, ici en rouge, soit en hyper. Donc le patient va avoir une espèce de double alerte, ou de triple alerte. Il va regarder le chiffre de glycémie, comme pour tous les appareils de glycémie, il va savoir qu'il est en hypo, mais il va avoir cette alerte avec la flèche qui s'oriente vers la couleur rouge, mais également ce clignotant qui peut également attirer son attention, comme vous le savez, au niveau vigilance. On n'est pas toujours au point lorsqu'on fait des hypoglycémies, qui fait aussi une valeur ajoutée pour moi, pour le patient, en termes d'appareil de glycémie capillaire. Donc après avoir revu ces modalités, les modalités de choix, et il faut effectivement discuter avec les différents représentants qui vous visitent pour voir sur quel taux d'hématocrite l'appareil est validé. Est-ce qu'il a cette certification ISO 2013? Pour le Maroc, on n'a pas d'obligation encore de cette certification. On a encore des appareils ISO 2003 que vous pouvez trouver sur le marché. Donc une fois qu'on a tout ceci, pourquoi c'est important d'avoir des glycémies capillaires valides? C'est que le patient, oui, va suivre sa maladie et vous aurez une meilleure visibilité. Vous allez estimer les deltas glycémiques, vous allez estimer les deltas glycémiques des patients. Et puis, il fera des adaptations thérapeutiques adéquates. Lorsqu'il est en hypoglycémie, eh bien oui, la glycémie sera corrélée. Lorsqu'il sera en hyperglycémie, il pourra adapter son traitement. Et enfin, vous allez définir avec lui les objectifs glycémiques que vous pouvez rentrer dans l'appareil, avec l'analyse des données avec le patient, et à mon sens, c'est quelque chose qui est primordial. On peut expliquer à un patient les objectifs glycémiques, mais il faut aussi expliquer les actions. Quand on fait des visites avec les médecins dans le service, on dit d'accord, alors les objectifs glycémiques préprandiaux sont de temps, oui, ça veut dire qu'en dessous de la fourchette inférieure, de la limite inférieure, il faut qu'il se resucre au-dessus, il faut qu'il fasse une action, il rajoute par exemple une unité d'insuline, et il faut que le patient puisse être aussi averti de ceci. Enfin, je vous encourage à aller récupérer le guide de l'autosurveillance glycémique du patient diabétique que nous avons réalisé sous la coordination du professeur Roumari qui exerce en libéral actuellement à Casablanca, et où vous voyez les membres sont représentatifs des différentes régions du royaume, que ce soit pour l'enfant mais aussi pour l'adulte. Et ce guide qu'on a appelé guide de l'autosurveillance glycémique du patient diabétique, des recommandations à la pratique, eh bien, on peut retrouver quelle glycémie demander, les différentes modalités des appareils de glycémie capillaire, diabète et ramadan, diabète et sport, avec des réponses assez pratiques, comme vous le voyez ici dans le sommaire, où vous allez proposer aussi bien, vous avez des propositions pour les diabétiques de type 1, de type 2, mais aussi toutes les populations particulières, l'insuffisance rénale également, que vous allez retrouver. Et enfin, tout ce qui est pratico-pratique, c'est-à-dire les techniques pour mesurer, et puis les critères de choix que je vous ai énoncés depuis tout à l'heure. À titre de rappel, l'appareil AccuCheck Instant, je suis sûre que vous voulez le prescrire à l'instant, mais par contre, il ne sera disponible que dans quelques semaines. Et il faudra demander à votre représentant quand est-ce qu'il sera sur le marché marocain, même si c'est un appareil qui, à mon sens, sera très intéressant parce qu'il nous permettra d'être au plus près des glycémies réelles du patient. Donc, sur les patients, justement, notre rôle à nous, médecins, c'est de rendre le patient actif et non pas passif en faisant simplement des glycémies capillaires. Et donc, de l'autocontrôle à l'autosurveillance glycémique, de l'autosurveillance à l'autocontrôle glycémique, c'est peut-être une petite nuance, mais c'est important pour que le patient puisse suivre ses glycémies et maîtriser ses glycémies. Il est important de lui expliquer les modalités, mais aussi les objectifs, avec cette citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui disait qu'il n'enseignait rien à ses élèves, qu'il essaie simplement de créer des conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. C'est ce que j'essaye de faire au service avec mes résidents. Et c'est vrai que nous devons essayer d'expliquer aux patients les modalités pour qu'ils soient plus actifs avec 3 impératifs. 1, qu'ils connaissent ses objectifs.
il faut qu'il connaisse les objectifs préprandiaux, postprandiaux. 2, qu'il détermine les moments de l'autosurveillance glycémique. Il faut savoir chez quel profil patient vous allez proposer tel type de glycémie. Et bien entendu, en fonction de votre patient, si jamais il était déshydraté, la femme enceinte, le nouveau-né, le grand sportif, les situations en grande montagne par exemple, le taux d'hématocrite, vous allez devoir préciser quel est l'appareil de glycémie qui est le plus adapté à lui pour que vous ayez réellement une glycémie capillaire qui corresponde du résultat à l'action en un instant, en faisant un petit clin d'œil à notre tableau de bord endocrinologue qui est l'appareil de glycémie capillaire. Et je vous remercie. On m'a demandé 30 minutes pour laisser beaucoup de discussions. Donc je réponds à la Médian en 31 minutes.